Alors, tentons de voir quelles sont les interactions au sein d'un écosystème et quelles sont leurs conséquences. Voilà un écosystème. On est au Groenland. On observe une végétation très basse, ici, qui repose quasiment directement sur la roche. Ici, on a un squelette de bœuf musqué. On peut supposer qu'il y en a des vivants qui se promènent ailleurs. Donc, dans cet écosystème, on trouve des organismes vivants. Ça s'appelle la biocénose. Et un ensemble de structures et de paramètres abiotiques, A, suffixe privatif, donc qui ne sont pas vivants, bio c'est la vie, je vous le rappelle, comme la roche, la température, les éléments minéraux, la lumière, etc. Et on appelle cela le biotope. Le biotope est en interaction avec la biocénose. Il y a des échanges entre ces deux entités. Quelles sont les interactions qu'on peut voir dans un écosystème? Déjà, il y a la compétition. La compétition entre les organismes vivants pour une ressource, par exemple, ça va être les efforts que les organismes vont mettre en place pour accéder à leurs ressources. Hop, excusez-moi, j'ai fait une faute d'orthographe. Alors, un exemple de compétition, c'est l'accès à la lumière. Vous avez ici deux plantes qui ont été semées en même temps. La première avait accès à la lumière, on voit qu'elle est plus trapue. La deuxième n'avait pas accès à la lumière, donc elle s'est développée différemment pour essayer d'atteindre la lumière. On voit qu'elle est plus grande. Chez les végétaux, ça va être une tendance. Ils vont pousser très haut pour essayer d'atteindre la lumière. Un autre exemple, là un peu plus complexe, où on est dans un écosystème de forêt d'arbres feuillus. On voit que la ressource en lumière sera très différente si on est au niveau de la canopée et si on est au niveau du sol. Les feuilles produisent un ombrage qui va empêcher la lumière d'atteindre le sol. Alors en hiver, il n'y a pas de feuilles, il y a plus de lumière au niveau du sol et globalement on peut dire que les végétaux qui poussent au niveau du sol dans la forêt sont des végétaux précoces. Ils vont fleurir assez tôt dans la saison. Voilà un exemple. Deuxième interaction possible, l'exploitation. C'est un ou des organismes vont être utilisés par les autres. Vous connaissez évidemment la prédation, avec ici des lions qui sont en train de manger un gnou. Vous avez plus simplement dans votre jardin de la prédation, ici une feuille qui a été mangée par des limaces. Un autre type d'exploitation est le parasitisme. Un exemple, ici, vous avez dans ce chardon une boursouflure au niveau de la tige. En fait, il y a des larves de mouches qui sont en train de se développer à l'intérieur. C'est une mouche particulière qui s'appelle Uropha cardui. Cardui, ça veut dire chardon. La mouche du chardon. Vous connaissez beaucoup d'autres interactions du type parasitisme. Troisième type de coopération, d'interaction que nous allons voir, c'est la coopération, qui est un synonyme de symbiose. Ça va être l'association de différents organismes d'espèces différentes. Donc si cette association est bénéfique, on va parler de mutualisme. Un exemple très connu, les lichens. Les lichens que vous voyez ici sur un arbre. Il y a au moins deux espèces ici, une jaune et une grise. Eh bien, les lichens sont des associations d'un champignon qu'on va retrouver à la surface et sur la partie inférieure avec une algue. Tac, l'algue qu'on retrouve ici. Alors, le champignon protège l'algue, notamment des intempéries, permet de conserver un milieu plutôt humide. En échange, les algues fournissent de la matière organique, notamment du glucose, aux champignons. Autre type de symbiose, ici sur les racines des plantes de la famille des pois, comme le trèfle, on observe des boursouflures. Dans ces boursouflures, on va trouver des bactéries du genre Rhizobium, et ces bactéries sont capables de fixer l'azote de l'air. Donc l'azote dont les plantes ont besoin, elles ne peuvent pas le capter celui de l'air. Ces bactéries vont transformer cet azote en un azote assimilable par la plante. En échange, la plante protège les bactéries. Dernier exemple de symbiose, de mutualisme, très simple. Un papillon sur une plante, le papillon est en train de se nourrir de nectar et en échange, il va polliniser la plante. En
en emmenant du pollen sur d'autres fleurs. S'il n'y a pas de bénéfice au niveau de la symbiose, on va parler plutôt de parasitisme, on l'a déjà évoqué, et de commensalisme. Commensalisme, c'est quand une espèce vit aux dépens d'une autre sans porter préjudice à l'autre. Par exemple, les rats, les pigeons sont considérés comme des espèces commensales de l'homme. Nous verrons dans une prochaine partie quelles sont les conséquences de ces interactions sur notre écosystème. Conséquences des interactions sur les écosystèmes. Eh bien, l'ensemble de ces interactions va avoir une influence sur les chances de reproduction des individus. En effet, si un individu se fait dévorer avant de s'être reproduit, ses chances de reproduction ont fortement été réduites. C'est ce que Darwin appelait la valeur sélective. Et cela va avoir des conséquences sur l'ensemble de l'écosystème, notamment au niveau de la structure, c'est-à-dire la composition de la biocénose, son évolution future et son fonctionnement. Alors, d'une manière générale, on a tendance à penser que le biotope va définir l'ensemble des organismes vivants qui le composent. Mais en fait, les organismes vivants vont aussi influencer le biotope. Alors, si on part du biotope, le biotope définit les paramètres abiotiques, la température, la qualité du sol, l'hygrométrie, etc. Donc, ça va fixer des limites écologiques auxquelles les espèces présentes devront s'adapter, seront adaptées. Donc, ça donne une structuration initiale de la biocénose. On peut dire que schématiquement, le biotope influe sur la biocénose. Mais la biocénose, en retour, va elle aussi modifier les paramètres du biotope. Par exemple, par rapport de matière organique, par la consommation d'eau, etc. Donc, on a bien une influence de la biocénose sur le biotope. Si le biotope change, la biocénose va de nouveau changer. Et donc, on a une évolution de la biocénose qui va de nouveau influer sur le biotope, etc., etc. Donc, un écosystème, c'est bien un système dynamique. Il se modifie au cours du temps, même en dehors de toute perturbation. Donc, cette évolution, elle peut se faire à différentes échelles de temps et d'espace. Sur une échelle de temps courte, on peut par exemple penser à une attaque de pucerons. Vous voyez ici une plante qui est couverte de pucerons. Ces pucerons vont avoir une influence sur la capacité à la plante de se reproduire. S'il n'y a plus assez de sève qui arrive à l'extrémité de la plante, les fleurs ne seront peut-être pas fertiles ou ne se développeront peut-être même pas. Mais peut-être que d'ici une semaine, des prédateurs des pucerons, des coccinelles, des larves de coccinelles, des cirphes, vont venir détruire cette colonie de pucerons. On a donc une évolution rapide de la biocénose. Sur des échelles de temps plus longues, on peut prendre l'exemple du développement d'une succession forestière où on part d'un sol nu initialement, puis des mousses vont se développer ainsi que des plantes qui résistent à la sécheresse. Elles vont apporter de la matière organique qui vont permettre à des plantes qui ont besoin de plus de matière organique de se développer, des plantes généralement plus grandes, avec un système racinaire plus développé, puis des petits arbustes vont pouvoir se développer, vont apporter encore plus de matière organique, le sol va s'enrichir, ce qui permet l'installation d'un stade pré-forestier, avec des arbres colonisateurs, comme le bouleau par exemple, avant d'atteindre un stade vraiment forestier avec des espèces spécialisées dans les milieux forestiers comme le chêne ou le hêtre. Nous verrons dans une prochaine partie comment fonctionnent cette fois-ci les écosystèmes.